Bonjour et bienvenue sur Startup Show. Nous recevons aujourd'hui Pierre Chevalier, fondateur d'Ecoat. Alors Ecoat, c'est une jeune pousse du secteur de la chimie verte qui est installée dans la pépinière de Grasse. Nous avons été aussi lauréats d'un autre concours, le prix d'innovation DVHOM en février de cette année. Donc plusieurs déjà récompenses. Nous avons une équipe aujourd'hui de 10 personnes, nous avons commencé à 2 et nous sommes aujourd'hui 10, donc avec une combinaison assez intéressante d'expérience, je pense, entre de la gestion de business que nous avons pu acquérir en termes d'expérience dans nos précédentes fonctions, compétences au niveau de la connaissance scientifique et de la connaissance des marchés, des clients, notamment au niveau européen. Je pense qu'il est intéressant de noter, c'est que 80% de notre effectif donc, est dédié à la recherche et au développement, avec des gens qui ont des diplômes de doctorat aussi, différents niveaux de qualification. Donc avec un tel investissement dans la recherche et développement, bien sûr que notre stratégie est basée sur l'innovation. Nous avons déjà d'ailleurs déposé un brevet, nous sommes en train d'en déposer d'autres. Un savoir-faire, je pense, qui est quand même intéressant en termes de synthèse, en termes d'émulsification, en termes aussi de compréhension de mécanismes de réutilisation nouveaux que justement nous avons brevetés. Et donc toutes ces compétences nous permettent aujourd'hui de mettre sur le marché un certain nombre de produits biosourcés d'origine végétale, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permettent donc d'amener un petit peu de verre dans cette chimie des composants pour peinture et aussi de contribuer à notre niveau à la diminution des impacts de solvants dans ce marché peinture qui jusqu'à aujourd'hui est quand même pas mal impacté par l'utilisation de solvants au niveau des formulations traditionnelles, on va dire. Pour terminer, je dirais simplement qu'en termes de chiffre d'affaires, Ecoat a commencé 2011 sur pratiquement un demi-exercice avec quelque chose qui représentait à peu près 600 000 euros. Cette année, l'objectif est d'atteindre les 2 millions d'euros. En termes de financement, pour terminer, nous avons déjà fait une levée de fonds l'année dernière de 300 000 euros, valorisé l'entreprise de l'entour de 3 millions. Et effectivement, cette année, nous sommes sur le financement d'un projet un peu plus lourd en termes de financement, puisque nous pensons à l'acquisition d'un site industriel qui, là, représente 5 millions d'investissements. Et effectivement, l'intérêt, c'est de franchir une étape supplémentaire avec, quelque part, les moyens, nous donner les moyens de vendre les produits à nos clients européens dans de bonnes conditions et avec des coûts intéressants. Bien, merci. Donc, c'est un résumé un petit peu plus long que nos 2 minutes. Okay. Alors, si j'ai bien compris, donc vous travaillez pour le secteur de la peinture, mais vous ne fabriquez pas des peintures, vous fabriquez des composants et des résines, je crois qu'on appelle ça des résines, donc qui vont entrer dans la composition des peintures, et ce sont des résines à base de matières premières végétales, c'est ça? Exactement. En fait, une bonne partie de la performance des peintures que vous trouvez dans le marché, qu'elles soient professionnelles, bâtiments, grand public ou industrielles, une bonne partie de ces performances vient de la qualité de la résine qui est utilisée. Donc en fait, c'est le liant qui va lier donc, tout ce qui est pigments et charges, qui va amener à la fois la couleur et l'opacité, et bon, un différent nombre de propriétés. Alors effectivement, notre spécialisation, c'est la résine. On passera peut-être dans un deuxième temps au développement de modifiants rhéologiques, d'autres additifs qui permettent là aussi d'avoir une bonne qualité d'application. Mais pour l'instant, c'est effectivement la résine sur laquelle on travaille, ou les résines sur lesquelles on travaille, avec un focus clair sur l'utilisation de matières végétales pour remplacer en fait une bonne partie des ingrédients traditionnels qui viennent de la chimie du pétrole.
D'accord. Alors, vous avez été incubé par l'incubateur PACA Est, donc, qui accompagne les jeunes entreprises innovantes. Maintenant, vous êtes installé donc, dans la pépinière qui a été aménagée par la communauté d'agglomération de Pôle Azur Provence, qui est Innovagrace. Alors, on va voir quelques images de cette pépinière, puisque Startup Show a un nouveau partenaire, donc FG Media, ce qui nous permet donc, avant l'enregistrement en direct de cette émission, de faire quelques images et de montrer concrètement finalement où sont installées les entreprises que nous recevons. Donc les images, nous les attendons. On voit justement quelques images des laboratoires, des deux laboratoires donc, que vous avez aménagés. Donc c'est vrai que donc, les laboratoires, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les laboratoires, qu'est-ce que vous faites? Ce sont des tests, ce sont des... Alors il y a différents niveaux en fait, et on voit déjà quelques images de la partie émulsification. En fait nous avons disons, trois étapes, trois pôles. Un pôle qui est, si je reprends dans l'ordre, la partie synthèse des résines, donc de la masse polymère qu'on utilise, donc qui est elle faite à base de matières premières d'origine végétale. On a une deuxième partie qui est donc l'émulsification de cette résine avec un certain nombre de tensioactifs et donc addition d'eau de façon à avoir un produit qui soit vendu et développé en phase aqueuse dans l'eau et qui soit plus facilement manipulable par nos clients pour faire des peintures à base COV, un composé organique volatile. Et un troisième pôle qui est un pôle finalement de test dans les conditions d'utilisation de nos clients. Donc bien souvent pour l'instant dans des conditions d'utilisation de formulation de peinture. Donc on reproduit en fait au niveau du laboratoire ce que nos clients font, création, formulation de peinture, application des peintures sur des bandes qui nous permettent d'avoir des tests, notamment ce qu'on voit ici, des tests d'abrasivité, donc de résistance à l'abrasion, la durabilité de la peinture est caractérisée. Et en fait, bon, ça nous permet d'avoir aussi un espèce d'argumentaire par rapport à nos clients pour démontrer la qualité. Parce que bon, ces résines sont non seulement à base donc, de matières premières végétales, donc plus écologiques, mais également en qualité, d'après ce que j'ai compris, elles sont de meilleure qualité avec une durabilité des peintures plus importante, c'est ça hein? Voilà, en fait, on a certaines résines à base végétale ont déjà fait leur apparition sur le marché. Le problème que nous avons réalisé en discutant avec nos clients, c'est que cette qualité n'était pas au niveau attendu par cette clientèle européenne d'ailleurs, que ce soit en France ou en Allemagne. Et l'idée que nous avons essayé de suivre a été de développer en fait des mécanismes, je parlais de réticulation tout à l'heure, pour améliorer la capacité de résistance, de développement de dureté de ces peintures et les amener, si possible, très près des produits actuels en termes de performance. D'accord. Donc Startup Show, je rappelle le principe, c'est un chat vidéo. Donc les internautes qui nous regardent en ce moment peuvent poser les questions en direct. Donc nous allons commencer cette session, donc questions-réponses. De par notre expérience passée, nous avons une connaissance très globale, on va dire, des demandes de nos clients dans la partie peinture, revêtement. Et c'est vrai que clairement, nous n'allons pas nous cantonner à un marché purement traditionnel, franco-français, j'allais dire. Clairement, nous allons attaquer d'autres marchés. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la France est un petit peu avant-gardiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à l'Allemagne notamment. La demande pour des produits verts est déjà existante. Elle vient notamment du marché grand public,
ou des grandes enseignes type, je ne vais peut-être pas faire de publicité, mais Castorama ou Leroy Merlin ou autre, ont déjà une demande très, très marquée pour ce type de produit. Ce qui veut dire que l'utilisateur final donc, le demande et est sensibilisé déjà. Il y a effectivement une demande, alors qui n'est pas forcément une demande complètement généralisée, c'est plutôt un marché peut-être de niche au jour d'aujourd'hui, mais effectivement la demande a déjà été identifiée. Alors là, on a une deuxième question toujours de Fred, qui est un petit peu la suite de celle-ci, de ce que nous disions. Donc les produits plus écologiques sont en général plus chers. Donc ça c'est vrai que c'est le problème. Est-ce le cas pour les nouveaux produits d'e-coat? Alors c'est vrai que si on fait un état des lieux aujourd'hui, un certain nombre des matières premières que nous utilisons dans la composition de nos résines, ces matières premières ne sont pas encore forcément développées au stade industriel. Donc forcément les coûts sont plus élevés et pour avoir aussi d'une autre façon des produits en phase aqueuse, nous sommes obligés d'avoir un procédé en plusieurs étapes, avec notamment cette phase d'émulsification qui prend du temps et effectivement on a un petit surcoût par rapport à des produits traditionnels. Je pense que c'est aussi une période un petit peu intermédiaire. Lorsque ces matières premières seront développées d'une façon plus industrialisée, on aura ça permettra de réduire les coûts. Exactement. En fait. Ouais. D'accord. Et bon, nous travaillons aussi sur différentes voies, notamment une voie que nous appelons low cost, qui nous permettrait d'être pratiquement au prix des produits traditionnels. Il nous reste encore à optimiser un petit peu le coût performance, mais effectivement c'est quelque chose qu'on garde en tête parce qu'effectivement le marché n'est pas un marché facile aujourd'hui et on comprend bien que l'aspect économique est important, certainement autant que l'aspect écologique. Alors, à propos de l'aspect écologique, une question de Julie. Quelles sont les matières premières végétales que vous utilisez? Alors il y a des grandes catégories, mais bon, on a trois grandes catégories, des polyols, des polyacides, alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, oui, et des huiles. Il faudrait préciser. Non, en fait, bon, par exemple le glycérol, je pense que le glycérol, la glycérine, on va dire, tout le monde connaît, ça fait partie des matières premières qu'on utilise. Après, c'est vrai que sur certaines matières premières, nous essayons de développer, nous allons être un peu plus discrets, parce que c'est potentiellement sur ces matières premières-là que la différence en termes de performance va pouvoir être trouvée. Donc il y a effectivement des process, mais il y a aussi la détection de nouvelles matières premières, bases végétales, qui permettra de faire ces améliorations. Mais bon, en gros, ce sont des huiles, des alcools, des glycérols, des acides succiniques et autres, mais je pense que c'est suffisant comme information pour les internautes. Alors, toujours question de Julie, avez-vous des collaborations avec des laboratoires universitaires? Alors nous avons une première collaboration avec l'université de Nice, avec laquelle donc, nous avons une thèse en cours. Avec un laboratoire en particulier? Avec le laboratoire de M. Guittard, oui. Qui est un laboratoire spécialisé dans... Alors qui est plutôt axé effectivement sur la partie polymérique, les surfaces. Ils étaient intéressés aussi pour développer une activité plus chimie verte. Donc on a bien travaillé avec eux depuis le début 2011 en fait. Cette personne travaille exclusivement aujourd'hui sur la partie réticulation, donc celle qui nous intéresse pour améliorer la qualité des résines que nous mettons sur le marché. Et je crois que vous avez une collaboration avec Lyon aussi, l'université de Lyon. Ça c'était la première qu'on ait lancée en tout début de création. On a effectivement depuis lancé une deuxième collaboration avec Lyon. Et en fait nous avons aussi d'autres collaborations qui sont en cours, notamment avec l'Institut des peintures sur Lyon, de nouveau, qui nous permettra de développer un vrai pôle chimie verte, mais axé formulation peinture. D'accord. Alors une question de Jean qui demande si vous avez déjà déposé des brevets. Alors oui, un brevet a été déposé en avril 2011 sur un des procédés de réticulation que nous avons développé. Et c'est vrai qu'on nous avons en cours le dépôt d'autres brevets pour des modifications de structure de nos résines. Alors, est-ce que ces brevets sont en liaison avec REACH, la fameuse
dispositions mises en place, le dispositif imposé par Bruxelles qui demande à ce que dans le domaine de la chimie, certains règlements soient respectés? C'est un lien ou pas du tout? Oui et non, dans le sens où REACH est dans une espèce de parapluie sous lequel il faut être pour que nos produits puissent être développés et qu'on n'ayons pas de surprise au niveau des développements. Moi, ce que je citerais peut-être plus que REACH, ce sont toutes ces directives maintenant qui apparaissent au niveau des VOC, par exemple, des composés organiques volatiles. Le fait de développer une résine verte qui soit aussi proposée en phase aqueuse, en émulsion dans de l'eau, est un moyen de réduire aussi ces composés volatiles, cette utilisation de solvants massives. Qui peuvent être toxiques. Exactement. D'accord. Une question de Magali. Les professionnels de la peinture en France sont-ils déjà sensibilisés aux enjeux environnementaux? Donc on a répondu oui tout à l'heure. Oui. Et dans les autres pays que vous visez, quelle est la situation? Alors juste pour compléter sur la partie française, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je parle un petit peu de grand public, mais c'est vrai que tous nos clients français aujourd'hui ont des projets de recherche sur cette alternative chimie verte. Même pour des applications professionnelles. Donc ça c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans tous les pays, j'allais dire limitrophes France, notamment l'Allemagne, qui était peut-être le précurseur pour sa tendance. Oui, parce qu'on s'imagine toujours que l'Allemagne effectivement est le pays de l'écologie. Tout à fait. Donc l'Allemagne reste un gros pays pour nous en termes de potentiel de développement. Bien sûr la Belgique, la Hollande, avec un marché de la peinture qui est un marché très globalisé aujourd'hui, donc des sociétés de peinture qui ont des antennes dans tous ces pays, donc c'est quelquefois difficile de développer un produit simplement pour un pays. Oui, parce que vous travaillez en fait pour des industriels qui sont déjà présents sur les marchés européens, puisque vous avez cité pour l'essentiel des pays européens, pas d'autres régions géographiques dans le monde. Effectivement, c'est vrai que vu notre structure, nous allons essayer de nous concentrer sur une zone géographique relativement limitée qui nous permettrait de tester en fait nos technologies. Au vu du retour, nous allons effectivement accélérer ce développement et aller sur des marchés que nous connaissons encore une fois grâce à notre expérience passée, sur des marchés plus larges, Europe, Moyen-Orient, Afrique, voire les États-Unis, où là aussi, pour certains États aux États-Unis, je pense à la Californie, les contraintes environnementales sont plus fortes et donc ce sera un marché intéressant pour nous. Alors une question de Patrick. En dehors du côté écologique, qu'est-ce que vos procédés apportent à la qualité de la peinture? En fait, l'idée, c'est, en prenant un petit peu la question différemment, notre objectif est de développer, d'aider nos clients en fait à développer des peintures qui aient la même qualité que celles qu'ils ont entre les mains aujourd'hui. Et là on pense notamment au marché professionnel où ces applicateurs ont l'habitude d'une certaine qualité, notamment au niveau de l'applicabilité et du rendu final. Donc de leur donner la possibilité d'avoir en main des produits équivalents en performance mais d'origine végétale. Donc je pense qu'il y a quand même une sensibilisation aujourd'hui dans la population sur ce verre et bon, je pense que le marché est prêt à accepter des produits différents avec un contenu végétal notamment renouvelable plus élevé. Alors question de Nico, n'y a-t-il pas des effets secondaires avec vos résines comme pour les médicaments? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ouais. Honnêtement, bon, c'est vrai que ce type de produit, les études sont peut-être pas forcément aussi poussées qu'en pharmacie ou quand on parle de médicaments, mais très honnêtement, ce sont des résines qui sont constituées par des ingrédients quand même naturels. On les a combinés, alors c'est vrai en utilisant de l'énergie, puisque nos procédés sont quand même, font appel à des températures de 150 à 280 degrés. Mais pour l'utilisateur final, très honnêtement, le risque est vraiment nul. Et au contraire, je pense que, encore une fois, je parlais tout à l'heure du vecteur solvant. Aujourd'hui, nous, le solvant que nous utilisons est l'eau. Donc, effectivement, à part une ingestion de peinture, une fois qu'elle est appliquée et sèche, vraiment le risque est zéro. Alors ça c'est une question qui concerne davantage donc, le chef d'entreprise que vous êtes.
Donc c'est Laura qui demande pourquoi avoir quitté un poste stable et confortable pour vous lancer dans la création d'entreprise dans un environnement économique plutôt difficile. Oui. Alors je fais peut-être une parenthèse, vous étiez avec le cofondateur d'E-Coat qui est Olivier Choulet, donc dans un grand groupe sur Sophia Antipolis depuis plusieurs années, c'est ça? Oui, Olivier et moi-même avons fait partie du même groupe international depuis pas mal d'années. Je pense que je peux répondre aussi un petit peu pour Olivier. Je pense que tous les deux, on était arrivés à un moment de notre carrière où un petit challenge supplémentaire avec une autre structure derrière. C'est sûr qu'on est passé de groupe avec des milliers de personnes dans le monde, structure mondiale avec une gestion très large à une beaucoup plus petite structure avec pratiquement toutes les cartes en main et la possibilité de gérer notre entreprise telle qu'on l'entendait. Donc c'est vrai que c'était un petit challenge, mais bon, je pense que ni l'un ni l'autre nous le regrettons. Donc, ça fait combien de temps que vous avez commencé ça faire Depuis janvier 2011, donc un an et demi. Alors, lié également à votre expérience de chef d'entreprise, donc quel est l'avantage pour vous de l'hébergement en pépinière? L'avantage, pour moi, le gros avantage, c'était quand même de pouvoir être un petit peu encadré et soutenu par des gens qui gravitaient autour de cette pépinière, et puis aussi de commencer à discuter avec d'autres chefs d'entreprise de la pépinière pour qui partagent vos inquiétudes, vos questions. Les inquiétudes, les succès aussi éventuellement. Les succès surtout. Mais effectivement, oui, c'est ce côté partage qui est quand même très intéressant. Et puis le fait d'arriver avec une structure existante pour avoir les contraintes de trouver un emplacement, installer l'ensemble des laboratoires. Bon, la pépinière nous a quand même donné la possibilité d'avoir très rapidement 2 laboratoires opérationnels, ce qui n'était pas forcément facile initialement à prévoir, donc on les en remercie pour ça aussi. Je crois que vous faites partie aussi d'un pôle de compétitivité, le pôle PASS. Le pôle PASS, oui, effectivement. Et le pôle, je précise, pôle arôme, senteur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et bon, ça nous intéresse parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure de nouveaux ingrédients, nouvelles matières premières pour faire des résines un petit peu différentes. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à l'aspect filière, donc pouvoir essayer de trouver et d'extraire finalement de nouvelles substances. Et ça veut dire effectivement avoir des contacts à différents niveaux que le pôle PASS peut nous apporter aussi. Et là, vous avez déjà développé des collaborations au sein du pôle PASS? On est en train. Oui. D'accord. Alors, question de Laurent. On va parler gros sous. Oui. Est-ce que vous envisagez une levée de fonds? Si oui, de quel montant? Alors on a vaguement, donc rapidement évoqué tout à l'heure, donc il y a recherche de fonds. Oui, alors on avait déjà fait une première levée de fonds, comme je le mentionnais tout à l'heure, de 300 000 €. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu le développement industriel que nous envisageons, l'idée serait d'acheter donc un site qui nous permettrait de fabriquer nos produits, et donc là l'investissement est beaucoup plus massif puisqu'on parle de 5 millions d'euros. Donc ça, effectivement, on sera obligé de passer par une levée de fonds, voire peut-être des financements aussi avec la région en fonction de l'emplacement des sites qu'on peut trouver. Et qu'est-ce que vous recherchez plus, des financiers, ou ça pourrait être un partenaire industriel qui serait prêt à investir donc, à vos côtés? Quelle serait la solution que vous pourriez privilégier? Écoutez, pour l'instant on travaille sur un projet qui est relativement bien avancé, qui serait effectivement le plus attractif pour nous dans le sens où ça serait un partenaire industriel avec déjà un outil adapté à ce dont on a besoin. Qui permettrait pratiquement de démarrer tout de suite l'industrialisation de nos produits. Donc il y aura quelques investissements à faire localement sur le site, mais en termes d'efficacité, c'est sûr que ça serait assez parfait. D'accord, donc c'est en bonne voie. On est en bonne voie, on espère pouvoir conclure ça sur la fin du 3e trimestre, en tout cas avant la fin de l'année. Alors, question de Gérard, donc quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et que vous n'aviez pas envisagées? Les mauvaises surprises. La liste peut être longue, mais... de façon synthétique. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à garder un timing par rapport aux objectifs. Et
par rapport aux espérances, j'allais dire, qu'on avait en création en début 2011, des choses qu'on pensait réaliser en 6 mois, on les a réalisées en 1 an. Donc c'est effectivement la difficulté d'appréhender finalement la vraie complexité des différents sujets, et c'est un petit peu là-dessus qu'on a pêché. Bon, je pense qu'on a un petit optimisme quelque part en démarrant, c'était normal. Mais je pense que globalement, au bout d'1 an et demi de création, arriver à déjà ce genre de chiffre d'affaires et avec un avancement aussi industriel, puisqu'on a fait notre première fabrication industrielle cette semaine, c'est déjà pas mal. Oui, parce que par rapport à d'autres jeunes pousses, d'autres startups, sur votre premier exercice, vous avez déjà un chiffre d'affaires. Alors on a réussi, en fait, on l'avait fait un petit peu intentionnellement, nous avions en parallèle de l'activité innovation, nous avions développé une activité qu'on pourrait qualifier de distribution, qui nous a permis de vendre déjà des produits de partenaires, qui nous ont permis donc de rester en contact avec notre clientèle connue, on va dire, donc continuer à leur poser des questions sur l'évolution du marché, et puis aussi à générer déjà un certain cash, une certaine trésorerie, qui nous a permis de finaliser l'année en fait 2011 étale en termes de bilan. Donc c'est vrai que ça a été une belle réussite. Alors, donc l'équipe, je crois actuellement, c'est 10 personnes, c'est ça? Voilà. Donc Julien qui pose une question donc, sur le recrutement, peut-être quelqu'un qui est intéressé par Ecoat. Alors, est-ce que vous envisagez d'embaucher? Si oui, quel type de qualification recherchez-vous? C'est vrai que sur 2011, début 2012, on a pas mal axé le recrutement sur la partie recherche et développement, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc là, on a embauché des docteurs, ingénieurs, on a embauché aussi des gens avec une qualification un peu moindre. C'est vrai que vu le développement commercial que l'on attend, les objectifs qu'on s'est fixés, il est clair que probablement on sera amené à embaucher une personne plus sur la partie commerciale pour m'aider. Donc là maintenant, quelle est la prochaine étape importante pour l'entreprise, pour Ecoat? Écoutez, pour nous, la vraie étape, c'est l'achat du site industriel, et qui, encore une fois, nous permettrait de fabriquer nos produits avec une protection en termes de savoir-faire intéressante, avec une structure de coût là aussi intéressante, et qui nous permettrait définitivement de passer à un stade de vraie société avec potentiellement un développement à l'international. Alors c'est un site, peut-être que vous pouvez déjà nous dire quelque chose, c'est en région, est-ce que c'est en France? Alors c'est certainement en France. Alors pour l'instant la région PACA n'est peut-être pas en tête de liste, mais bon, il y en a encore différentes options. Mais en tout cas oui, on a privilégié le marché français, produire français, si possible vert, en utilisant la filière, donc on a essayé d'être dans cet objectif-là. Donc produire vert, produire français, vous êtes tout à fait dans l'air du temps, donc c'est la recette de la réussite, certainement. On espère. On vous le souhaite. Merci. Bien, Startup Show, donc c'est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour un prochain Startup Show qui aura lieu jeudi, donc 5 juillet à 17 h. Et nous recevrons Georges Gallet, qui est le PDG fondateur de Vulog, qui nous parlera de l'autopartage. On vous souhaite une bonne soirée, on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonsoir.